C'est toujours avec un grand plaisir que je vous sais chaque dimanche très nombreux au rendez-vous de votre émission version originale. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de la promotion de la paix à travers la prévention et éventuellement la gestion de l'extrémisme violent. Et parlant de violence, c'est toujours la jeunesse qui est au front. C'est un thème que nous allons décortiquer avec un consultant en gouvernance et management public, Yannick Kaï Baglo. Bonjour. Bonjour, Vous êtes surtout spécialiste en termes de paix et de sécurité, en effet. euh, pas seulement en Afrique. Non, non. Vous allez au-delà du continent, vous êtes sollicité un peu partout sur la question. Vous étiez tout fraîchement revenu d'Abuja Oui, sur une thématique pas loin de la paix et de la sécurité. oui, absolument. Parlez-nous-en un tout petit peu. Ok, merci beaucoup. En fait, oui, je suis spécialiste paix et sécurité et depuis un moment, je m'occupe plus des questions de jeunesse, paix et sécurité. Donc, en fait, c'est quoi? Nous avons remarqué que depuis un moment, dans les pays, tout le monde chante la jeunesse. Tout le C'est monde ça. chante la jeunesse. La jeunesse, c'est un peu, d'ailleurs, l'agenda 2063 de l'Union africaine préconise justement le fait d'organiser le développement actuellement de nos États autour de la prise en compte et de donner les coups Des de franche préoccupations aux jeunes. des jeunes. Des jeunes. Alors du coup, mais on remarque aussi que quand on parle d'extrémisme violent, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, la violence fait bat son plein sur notre continent, avec les actes terroristes, ça et là, ainsi de suite, surtout notre pays qui est pratiquement encadré par des pays qui souffrent depuis un moment quand même d'attaques terroristes. Nous avons remarqué qu'à chaque fois, ce sont les jeunes qui sont au devant. Quand nous savons que la violence d'abord, c'est surtout l'expression d'une accumulation de frustration. Et quand nous savons ce que c'est que le chômage aujourd'hui dans nos pays, et donc ce que les jeunes accumulent comme frustration, surtout en se pensant marginalisés ou pas écoutés, à chaque fois qu'il y a un chemin, qu'il y a une ouverture de violence, c'est souvent les jeunes qui s'engouffrent et qui sont souvent victimes. C'est-à-dire que c'est des éléments qu'on utilise quand on en a Est-ce besoin. que c'est de leur fait en réalité? Non, non. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des frustrations. Les frustrations sont engagées à leur niveau, comme je disais tout à l'heure, quand ils se sentent marginalisés, quand ils se sentent oubliés, quand ils se sentent, qu'ils n'ont pas de droit dans leurs États. Alors ils cherchent juste la manière de s'exprimer. Au départ, souvent, c'est des expressions plutôt pacifiques, mais quand ils sentent que même leurs expressions sont banalisées, là, ça va vers la violence. On va parler de conflits, de crises, de violences et d'extrémisme Violent. violent. Tout à l'heure, au cours de cette émission, je voudrais qu'on s'apesantisse un peu sur la jeunesse, comme on le fait déjà. D'accord. D'ailleurs, quelle peut être leur part de responsabilité? En quoi sont-ils, les jeunes, prédisposés à n'être qu'au front? Il y Parce a, qu'ils sont fers de lance, parce que leur couche, disons, sociale les y oblige. en fait, quand on dit jeunesse, on dit force, on dit dynamisme, on dit impulsivité, Du bras on dit valide. bras valides. Voilà pourquoi ils sont les plus souvent au milieu de la violence, quand il y a violence. Vous savez, quand on parle de part de la jeunesse, c'est difficile. C'est difficile parce que les jeunes sont un peu en amont et en aval du système. Mais le problème, c'est quoi? Le jeune a des revendications. Je vous donne un exemple tout bête. Un jeune qui est allé à l'école, qui a réussi à avoir plein de diplômes, qui se retrouve à la maison, à 30, 35, 40 ans, Qui chaud. toujours à la charge des parents. Quand nous savons qu'aujourd'hui en Afrique, notre système éducatif, dans plusieurs de nos pays africains, prépare les jeunes, malgré leur diplôme, au chômage. Les jeunes sont diplômés, mais malgré le diplôme, ne sont pas prêts au marché mondial de l'emploi parce que le système éducatif n'est pas mis à jour. Le système éducatif est obsolète. Du coup, oui, ils ont les diplômes, mais après, ils ne servent à rien. Du coup, vous retrouvez ces jeunes-là qui sont à la maison. Mais excusez-moi, celui qui est à la maison, qui est à la charge des parents, qui n'a pas de quoi se nourrir, à un moment, il est énervé. À un moment, ça ne va pas. Parce qu'après, Et le temps, surtout qui a suivi le cursus scolaire, c'est ça. universitaire, C'est qui se ça. dit j'ai fait ce que je dois faire en réalité pour ne Et pas être au banc de exactement. la société, de la Exactement. communauté. Du coup, alors, vous parlez tout à l'heure de part de la jeunesse. Bon, moi, par exemple, quand je prends le cas du chômage, là où je dirais peut-être part de la jeunesse, c'est que oui, c'est vrai. En général, on dit il n'y a pas assez de. L'État ne peut pas recruter tout le monde. Oui, c'est un fait. L'État ne peut pas recruter tout le monde. Dès lors, la plupart des pays demandent aux jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi. Mais il y a un problème vers l'auto-emploi. Lequel? Le contexte de l'auto-emploi dans les pays africains n'est pas bon. Est-ce que les pays prennent les mesures pour permettre aux jeunes qui n'a rien en termes de finances de pouvoir se lancer et s'en sortir? Non, je Quand ne vous dites pense pas. dans les États africains, est-ce que vous faites forcément, disons, vous établissez une différence entre les pays d'Afrique anglophone et les pays d'Afrique Absolument, francophone? absolument, absolument. C'est vrai que les problèmes sont les mêmes, mais dans le système anglophone, il y a quand même plus de facilité.
Il faut dire que le jeune est formé plus pratiquement dès la base. Contrairement à chez nous, dans les systèmes francophones, où on est plus théorique, on est plus beau parleur, mais souvent à la pratique, ce n'est pas vraiment ça. C'est vrai que depuis un moment, bon, quand je prends le cas du Bénin, mon pays, on observe une légère évolution de la chose. C'est qu'il y a plus de jeunes qui vont plus vers des métiers pratiques, genre plus vers les TIC, ainsi de suite. On sent une volonté de nos États, enfin de notre État par exemple, de vouloir accompagner ça, mais ce n'est pas suffisant. Qui sont les jeunes qui ont accès à ça? Est-ce que c'est le jeune de Tchoumi Tchoumi? Est-ce que c'est le jeune de, je sais pas moi, de Copargo? C'est là le problème. Est-ce que c'est le jeune de Savalou, ainsi de suite? Non. C'est plutôt une certaine couche. Donc même au niveau de la jeunesse, il y a une dichotomie qui se pose. Il y a deux types de jeunes. Il y a ces jeunes-là, c'est ceux qui sont dans la rue, comme je dirais, et ces jeunes-là qui ont eu la chance de pouvoir avoir des ouvertures, peut-être parce qu'un parent a un niveau, peut-être qu'ils ont une ouverture à un moment donné, voilà. Mais nos systèmes ne permettent vraiment pas aux jeunes de s'exprimer. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, chaque fois qu'il y a explosion, ce sont les jeunes des rues qui sortent. Ce sont eux qui vont se mettre devant la balle. Évidemment, le jeune vit depuis un moment sans rien. De toute façon, même vivant, il est mort. Il n'a pas d'espoir, il n'attend rien, il n'a rien. Alors quelqu'un comme ça, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Mais en termes d'actes, vous avez évoqué des actes terroristes, violence. On va définir ce que c'est que extrémisme violent tout à l'heure. C'est aussi bien dans les pays d'Afrique francophone que dans les pays anglophones qu'on remarque ces phénomènes. Absolument, Même si, dites-vous, ces jeunes des pays d'Afrique anglophone sont plus ou moins mieux lotis à travers justement l'auto-emploi, à travers la formation que ceux des pays francophones. Comment se fait-il que le mot violence semble partagé aussi bien en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone, avec des réalités différentes? Même au-delà, même en Occident. Vous observez les gilets jaunes et compagnie, il y a des jeunes, il y a des vieux. C'est-à-dire que vous savez, la violence, c'est la réaction, d'accord, expressive d'un état émotionnel, d'accord, qui est non maîtrisé et qui est étroitement lié à une accumulation de frustration. Alors, ces frustrations sont diverses. Tout à l'heure, j'ai parlé de chômage, mais il n'y a pas que ça. Vous avez la marginalisation, la banalisation. Quand je parle de marginalisation, récemment, au Nigeria, il y a eu une impulsion des jeunes où ils ont dit qu'il est temps que les jeunes aient une place dans le système politique. Il est temps que les jeunes aient une place dans la gestion. Parce qu'on a remarqué que chez eux, pendant longtemps, pour être président, pour être à des postes politiques, il faut être riche, il faut avoir de l'argent, il faut être voilà quoi, celui qui a de quoi partager. Mais ils ont réussi ça aujourd'hui. Ils ont réussi ça parce qu'il y a une certaine écoute, il y a une certaine décentralisation. Mais chez nous, ce n'est pas encore ça. On n'est pas encore à ce niveau-là. Les jeunes ne perçoivent pas encore cette écoute au niveau de leurs États. Mais là encore, il y a quelque chose qu'il faut expliquer. Souvent, nos spécialistes, souvent quand on parle de violence, quand on parle de frustration, systématiquement on met la frustration du côté des jeunes. On met la frustration du côté des populations. Mais un État peut être frustré aussi. Un État aussi peut être frustré. Quand un État, à un moment, commence à percevoir les revendications des gens comme une atteinte à leur autorité, à ce moment-là, l'État aussi est frustré. Et ces deux frustrations, les deux côtés sont aux abois. Et du coup, ça ressemble à une maison où on se dispute et tout le monde crie. Et ça crée la confrontation. Voilà, et tout le monde crie. Mais comment voulez-vous, si tout le monde crie, que quelqu'un puisse entendre quelqu'un? À un moment, il faut bien que quelqu'un prenne un recul, ait une maturité de recul pour écouter l'autre et engager la discussion. Il y a certainement plusieurs formes de violence. On voit des jeunes qui sont enrôlés dans des mouvements tels que Boko Haram. On va citer le cas de Nigeria tout à l'heure, des actes terroristes. Il y a des jeunes qui expriment aussi cette frustration en désertant totalement le continent, en prenant des risques énormes, en se jetant à la mer avec des bacs, disons, de fortune. Doit-on dire que finalement, en réalité, on prépare plus des jeunes aujourd'hui aux actes violents? Vous savez, la réaction aux frustrations, il y en a trois. Soit, comme vous dites vous-même, il y a la violence, l'expression de la violence. Deuxièmement, vous avez ceux qui préfèrent partir, ceux qui préfèrent fuir. Et aujourd'hui, on a remarqué qu'ils ne fuient même plus très loin. Au départ, oui, certains fuyaient vers l'Occident et tout, mais aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a, ils fuient peut-être vers les petits États voisins, pensant que c'est mieux, alors que ça ne marche pas, c'est un mythe. Mais vous avez aussi le troisième ordre, ceux qui ne font rien, qui sont tranquilles, qui observent et qui à un moment préfèrent... Qui subissent. Subissent d'abord jusqu'au moment où on leur tend la main pour qu'ils puissent aller vers celui qui les écrase. Je voudrais bien vous suivre. Il y a ceux qui partent. Ceux qui partent, il y a ceux qui s'opposent. Ceux qui s'opposent violemment donc. Voilà, et il y a ceux qui finissent par faire le pacte avec le diable. C'est-à-dire ceux qui finissent par se rendre
Et ils subissent tellement qu'ils finissent par aller du côté de ceux qui font subir. Un peu comme un syndrome de Stockholm. Voilà. Alors, souvent, justement, des situations qui créent l'étincelle, au nombre de ces situations, on peut parler des élections. Absolument. Et quand on prend le Bénin, qui a connu l'une de ces, disons, graves violences pré- et post-électorales, nous y sommes encore, on se demande justement pourquoi est-ce que ce sont des élections qui sont le terreau, qui créent le terreau aux actes de violence. Je voudrais quand même qu'on regarde une fois encore l'image qui a le plus circulé ces derniers temps au Bénin. C'est vrai qu'il y a eu des actes de violence un peu partout dans le pays, mais à Kadjehoun est resté gravé dans beaucoup de mémoires et deux dates sont restées également gravées dans les mémoires. Le premier, fête du travail, le 1er mai et le 2 mai. C'est une situation de sauve-qui-peut en début d'après-midi de ce mercredi à Kadjehoun. Les éléments de la police républicaine viennent d'encercler les alentours de la résidence de l'ex-président Bouniaï. Un habitant du quartier rencontré sur les lieux raconte la scène. Ce matin, on était à la maison lorsque les gens nous ont appelé que les policiers et les militaires sont venus encercler la maison du président Yahi. Donc, par conséquent, c'est comme ça que on a débarqué, nous sommes arrivés sur le terrain. Effectivement, nous sommes arrivés, on a vu les policiers installés partout. Ils étaient nombreux, ils atteignent au moins 7 véhicules comme ça là. Ils sont arrivés, ils sont allés garer partout dans l'avant, ils ont encerclé la maison du président Yahi. On les a chassés. Très rapidement, les voies donnant accès au domicile de l'ex-président ont été barricadées. La circulation bloquée. De l'autre côté de la voie, des pneus ont été mis à feu par la population pour empêcher les éléments de la police républicaine d'avancer. S'en est suivi un échange de pierres et de gaz lacrymogène entre population et les forces de l'ordre. Moi, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, je veux que ça, le pays, on veut la paix. Nous, on veut la paix dans le pays. On veut la paix. Que sont-ils venus faire? Serait-ce une arrestation? Difficile de le savoir pour l'instant. Officiellement, aucune raison n'est avancée. Mais selon les dires de la population, ceci aurait rapport avec la dernière sortie de Bouniaï au lendemain des législatives. Un parmi nous était parti les voir et ils ont dit non, qu'ils sont allés les voir parce qu'ils ont appris que les gens veulent sortir, les gens veulent marcher par rapport aux résultats qu'ils ont donnés hier. Raison pour laquelle ils sont arrivés, pour empêcher le président Yahi de sortir. Jusqu'à notre départ des lieux, les forces de l'ordre ont réussi à faire replier la population à coups de gaz lacrymogène depuis la devanture du domicile de Bouniaï jusqu'à hauteur de la montée de l'échangeur de Weirop. Entre-temps, Bouniaï a bénéficié du soutien de quelques acteurs politiques tels que Candidat Zanaï, Eric Rondeté, Nissé Forsoglo, qui sont aussitôt venus lui rendre visite. Alors, comment, M. Baglo, comment est-ce qu'on peut qualifier cet acte, l'acte de Kadjehoun? Est-ce qu'il y a une classification, je devrais dire, des actes de violence? On est à quelle étape là? Déjà, vous avez vu clairement l'aspect de la frustration dont je parlais tout à l'heure. Vous avez vu la dame qui parlait. En gros, il y a quelque chose qu'il faut voir. La frustration, quand la violence, dans ce cas-là, quand la violence veut s'exprimer, elle s'exprime envers tous ceux qui représentent Nous la sommes puissance. bien dans un acte de violence. Absolument, absolument. Mais vous voyez, la violence dans ce cas-là, ça s'exprime souvent vers tout ce qui est représentation de la puissance publique. Parce que la frustration est perçue venant du pouvoir public. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu quelque chose comme ça au Bénin, si vous vous rappelez bien. Ce n'est pas la première fois que nous avons eu des jeunes, des personnes qui sont exprimées face à un acte, mais ce n'est que la goutte d'eau. Vous dites que c'est dirigé vers la puissance Absolument. publique, parfois aussi la puissance privée, non? La richesse privée, non? On a vu des actes de vandalisme sur des installations de privés. Parce qu'on estimait que ces privés travaillaient avec le gouvernement. C'est ça. Donc tout ce qui est représentation de la puissance publique. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est comment atteindre la puissance publique, comment exprimer à la puissance publique qu'on compte aussi. C'est ça le problème de la vie. Et qu'il faut tenir compte de nos aspirations. des aspirations. Parce qu'on se dit que la puissance publique n'écoute pas. Alors,
Je me demande, parmi ceux qui étaient là, combien peuvent affirmer réellement qu'on est venu arrêter le chef d'État, comme ils l'ont dit. Mais ça importe peu à ce moment-là. À ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose semble être. Dès ce moment-là, il faut agir. Il faut agir parce que l'idée, c'est d'exprimer un ras-le-bol. Exactement, c'est ça. La violence, c'est l'expression du ras-le-bol après les frustrations accumulées. Donc, c'est ce que vous voyez là, tout simplement. Et on dit que la masse ne réfléchit plus. Donc, est-ce que à ce niveau, lorsque la frustration s'extériorise, on perd toute logique? Vous Est-ce qu'il savez, y a une organisation vous savez, on dit, logique d'un mouvement de masse? vous savez, on dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est un peu ça. Vous savez, il y a un mouvement logique, c'est dit, il y avait déjà des signaux d'alerte. D'ailleurs, lorsque nous, au niveau de l'Observatoire africain pour le développement endogène, que je préside depuis un moment, lorsqu'en septembre dernier, nous avons lancé la mobilisation africaine, de la jeunesse africaine contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, qu'on a appelé Atelier Jeunesse du Vivre Ensemble, qu'on a fait au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, nous avions prévenu que si nous ne faisions pas attention aux signaux d'alerte de violence, nous risquons d'aller vers une situation où les gens vont finir par exprimer leur ras-le-bol. Alors, le gros problème que nous avons par rapport à cette expression de ras-le-bol, c'est que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes entourés de pays actuellement sécuritairement très fragiles. Depuis 2018, à l'est du Burkina Faso, il y a plusieurs attaques qui sont perpétrées par des mouvements, des groupes djihadistes. Et ces groupes-là ne sont pas installés loin. Et vous savez, cette zone de l'est du Burkina Faso est frontalière avec le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui inquiète lui, c'est l'expansion de cette violence-là. Et pour venir à ce que je disais... On a vu l'un de les agissements récemment avec cet enlèvement des touristes français qui s'est soldé malheureusement par disons, on va dire l'assassinat du guide béninois, M. Bédji. Et voilà. C'est ce dont nous avions prévenu sur un plateau ici de TV Carrefour en son temps, que dès que la violence va s'installer dans le pays, ça va installer une volonté de déstabilisation du pouvoir, de nos États. Et ça, c'est le terreau le plus facile pour les djihadistes et pour les terroristes. Alors, on va revenir à l'acte de Kadiaoun. Oui. On a vu s'installer un rapport de force. Oui. Un rapport de force, donc une confrontation entre jeunesse, on va dire peut-être désabusée, oui, qui voit ses intérêts non pris en compte, oui, et une autre jeunesse, jeunesse formée, jeunesse de la police républicaine, jeunesse de l'armée béninoise, mais jeunesse quand même. C'est-à-dire qu'in fine, il y a deux jeunesses qui s'affrontent. Justement, ça montre d'ailleurs la perception de la jeunesse. Tout à l'heure, je vous parlais d'une dualité de jeunesse. Aujourd'hui, même dans ce pays, nous, on fait souvent ce travail-là, de discuter avec les jeunes. Vous avez des jeunes qui disent, c'est bien comme ça, il est temps que ça aille mieux, il est temps qu'on attende de voir ce qui va être fait. Mais dans le même temps, vous avez notre jeunesse qui en a marre, qui souffre trop. Et justement, ces jeunesses-là s'opposent. Mais quand vous parlez de la police républicaine, au-delà de la jeunesse, ils sont dans leur rôle de sécurisation. Ce sont des forces de sécurité. Donc, ils sont soumis aussi à des ordres et à des règles. Donc, c'est compliqué d'évaluer dans ce rapport de force-là leur position. Ils sont, on peut dire alors, sans état d'âme, étant donné que c'est le pouvoir public, ils sont au service de En gros, on peut dire ça. Moi, d'ailleurs, j'ai fait un post récemment, un plaidoyer récemment, ça fait quelques jours, où je félicitais, à tort peut-être, les forces de défense et de sécurité du Bénin. Parce que j'estime que ce qui a eu lieu à Kadiaoun, les premiers, les deuxièmes, pas seulement à Kadiaoun d'ailleurs, c'était un peu sur tout l'étendue du territoire. On peut citer d'autres villes, Parakou, Chao. Exactement. Je me dis, dans d'autres pays, on aurait pu enregistrer plus de morts que ça. Les forces de sécurité auraient pu réagir plus violemment que ça. On a vu des vidéos, par exemple, à Kandi, où à un moment, la force républicaine a replié. Nous parlons quand même de gens qui étaient armés face à des populations qui n'avaient pas d'armes. Mais à Kadiaoun, il n'en a pas été ainsi. À Kadiaoun, il y a eu l'utilisation des armes. Parce que, vous savez, Kadiaoun, c'est quand même dans la périphérie de la présidence. Sensible. C'est quand même sensible comme zone.
C'est quand même dans la préfecture de la présidence. Mais je reste pensé qu'on aurait pu gérer ça autrement. On aurait pu gérer ça encore plus pacifiquement. Et c'est comme je disais tout à l'heure, actuellement, notre pays donne l'impression, comme je disais tout à l'heure, d'une maison où tout le monde crie. Chacun veut se faire entendre, mais personne ne veut entendre l'autre. Mais quand c'est comme ça, à un moment, il faut qu'il y ait une voix qui puisse tenter de montrer à chacun qu'il y a une possibilité, pas forcément de se comprendre, mais de s'apaiser pour discuter. Qu'il y a des manières de le faire autrement. Parce que, suite à ça, on a vu les victimes. On dira ce qu'on voudra. Ceux qui sont partis ne reviendront jamais. C'est terminé pour eux. On pourra les appeler martyrs, on pourra les appeler comme on voudra, mais en tout cas pour eux, quand leurs familles se retrouveront seules face à eux-mêmes, ils leur manqueront. C'est ça le problème. Alors, une violence, est-ce qu'on peut parler de l'extrémisme violent? Ah oui, déjà, bien sûr, bien sûr, dire. bien sûr, Ok. bien sûr, c'est l'extrémisme violent. Violence, On est déjà, c'est-à-dire que, oui, dès dès que... On ne que veut plus entendre raison. le passage à l'acte, France. le passage à l'acte définit l'extrémisme violent. Le passage à l'acte, parce que pour en arriver là, c'est que les jeunes se sont radicalisés. Ils ne voulaient plus rien entendre. Ne plus rien vouloir entendre, c'est là la radicalisation. C'est qu'ils ont accumulé les frustrations, ils ont commencé à se prononcer. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui s'opposaient, il y a des gens qui publiaient dans les journaux, ainsi de suite. Bon, certains ont été réprimés. Et c'est là qu'ils ont dit, bon, ok, si on est réprimé, alors qu'on expose nos points de vue, il est temps qu'on l'expose autrement. Bon, là, D'où ce la sont violence. des violences, des affrontements liés, comme c'est le cas du Bénin, aux élections législatives, au cœur de la polémique. Peut-on dire que c'est donc des violences politiques où il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase qu'ont constitué ces élections-là? Moi, je ne dirais pas que ce sont des violences politiques. Je dirais peut-être sociopolitiques, mais Sociopolitiques. pas politiques. La crise, elle n'est pas politique d'abord, elle est sociale d'abord. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le jeune qui a faim, son problème, ce n'est pas d'abord la politique. Vous voulez dire que des gens sont levés On a un problème d'autonomisation des jeunes. sans même penser aux élections législatives pour Oui, d'autres raisons mais qui n'ont vous rien avez, à voir vous avec avez ces vu, élections. vous avez vu la dame tout à l'heure, elle a dit quoi? Laissez-nous en paix. Pourquoi on veut venir chercher le président? Il n'a pas parlé de législative à ce moment-là. Il a parlé d'élections. Et les élections sont passées depuis le 28 avril. Ça aurait pu se passer le 29, le 30. Mais ça s'est passé le 1er, le jour où les gens ont suspecté, ont eu l'impression qu'on est venu chercher celui qui aujourd'hui représente l'opposé du pouvoir public. L'opposé Du pouvoir l'opposition public. politique. C'est ça. Celui qui aujourd'hui a le visage de celui qui fait face de l'adversaire. C'est tout le problème. C'est que lui, il représente, en fait, celui-là qui représente excusez-moi le terme, le je ne suis pas d'accord. C'est tout le problème. Mais dans un langage politique, peut-on dire que dans la masse, il y avait que donc, des militants Non, de l'opposition, parce que Non. le militantisme, ça existe aussi, Exact- surtout exactement. en démocratie, Oui. où alors, ça c'est, puisque vous avez abordé plus l'aspect social de la question, Oui, oui. c'est aller au-delà des gens qui n'appartiennent à aucune de ces formations politiques, mais qui se sont simultanément levés. C'est vrai que là, c'est votre journaliste, mais je vais vous demander une chose. Si vous prenez un jeune qui mange à sa faim, moi j'étais là, il y avait d'autres jeunes dans le pays, mais ils ne sont pas sortis. Si vous prenez le jeune qui mange à sa faim, qui attend quelque chose, qui sait où il va, d'accord, qui a encore des facilités à avancer, qui sait qu'il attend, qu'il peut espérer, il ne sortira pas. Quel que soit l'appel, il ne se mettra pas devant les balles. Même s'il est militant. Même s'il est militant. Il va chercher d'autres moyens. Nous avons une pléthore d'OSC dans ce pays. Nous avons une pléthore d'associations civiles qui sont militantes, qui défendent les droits de l'homme et autres. Mais combien vous avez vu devant les balles? On va en parler d'ailleurs, on va parler des réactions justement des pouvoirs publics, des autorités, des réactions des OSC, comme vous avez dit, l'organisation de la société civile, les réactions des syndicalistes. On va y revenir, les réactions de l'opposition, pour voir en réalité comment est-ce que tous ces efforts devraient normalement conjuguer afin qu'on préserve la paix. On était justement sur la question de cette jeunesse-là qui spontanément s'est levée et qui a servi de chair à canon. J'exagère un peu quand je parle de canon, mais quand même qui s'est laissé aller dans une sorte de va-t-en-guerre. Oui, comme je vous avais dit au début, vous savez, comme j'ai dit, l'aboutissement de la frustration, c'est-à-dire cette radicalisation, c'est le moment où, comme je dis, les jeunes n'ont plus peur de ce qui est censé faire peur. Ils n'ont plus peur de tout ce qui devrait faire peur, c'est-à-dire police, force de défense et sécurité, l'État, l'autorité étatique, ils n'ont plus peur de ça. Mais comme je dis, c'est qu'ils n'ont pas d'autres options. De toute façon, le jeune qui est chez lui, qui ne mange pas, qui n'a pas de boulot, qui n'espère plus rien, de toute façon, comme je disais, il est déjà mort dans sa tête. Il ne sait pas ce qu'il va être demain.
Vous Il savez, n'a plus peur du couteau. le corps humain, il est là, lui, il évolue, il s'en fout si tu manges ou pas. C'est sûr qu'à un moment, le jeune va avoir une femme, va avoir des enfants qui vont le regarder, qui vont l'attendre pour manger. Mais imaginez, à ce moment-là, le jeune, c'est, excusez-moi, mais c'est quitte ou double. Il trouve quelque chose, et là, il y a un aspect qu'il ne faut pas occulter. Ce jeune-là est ouvert à la manipulation. Tout à l'heure, vous parlez de terroriste. Excusez-moi. Le terroriste, ce n'est pas seulement le monsieur à la barbe, enturbané, qui est venu du Moyen-Orient ou aussi de l'État islamique. Non. Le terroriste, c'est tout celui qui utilise la terreur pour arriver à ses fins. Et ça, là, on en a de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont ouverts à la manipulation. Venez, allez crier, je vous donne 5 000. Mais si le monsieur, ça fait peut-être, je sais pas, excusez-moi, 6 mois, il n'a pas vu 5 000. Si en temps son enfant est à la maison et que 5 000, ça va l'aider à nourrir sa famille, il va tenter le coup. Source sociopolitique, dites-vous, quand on entend les observateurs ou ceux qui se présentent comme médiateurs aujourd'hui, on appelle à un dialogue, mais un dialogue autour de ces élections législatives auxquelles n'a pas pris part l'opposition politique. Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers une solution biaisée à la Moi, je pense que à la violence? absolument la solution, elle est biaisée. Absolument biaisée. Elle est biaisée pourquoi? Ça ne doit pas s'arrêter seulement Elle est au niveau biaisée des pourquoi? élections. Si cette manière de prendre les choses, c'est comme si un iceberg, on veut prendre juste la face visible et laisser ce qu'il y a au fond, ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien du tout. Dans ce pays, quand il y avait eu le problème de soi-disant l'enlèvement, une fois encore, de Candide Azzanaï, il n'y avait pas élection. Les gens se sont levés, on a tout cassé, on a brûlé les pneus, ainsi de suite, mais il n'y avait pas élection. La violence a été exprimée aussi de la pire des manières. Et vous vous rappelez, en ce temps, c'était sur le campus, c'était chaud. Pourquoi est-ce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un trouble, le campus est toujours chaud? C'est le vivier de jeunes. C'est le vivier de jeunes frustrés. C'est le vivier de jeunes qui ont appris, qui ont des diplômes et qui n'espèrent rien devant. Frustrés, mais qui ont une certaine connaissance. Oui, Ils maîtrisent à peu près mais plus comment ça devrait fonctionner. Oui, mais plus le jeune se sent prêt, se dit qu'il a fait tout ce qu'on lui a demandé de dire pour évoluer, il n'évolue pas, plus il est frustré. Rappelez-vous, quand on est enfant, on vous dit quoi? Allez à l'école, travaillez bien et vous serez un grand quelqu'un. Mais tu es allé à l'école, tu as travaillé bien, le grand quelqu'un, c'est mort pour toi. Et il y a aussi un truc qui est très drôle par rapport à ce fait, c'est sur ces parents qui se plaignent que les enfants n'ont pas d'emploi, alors qu'ils ont 70 ans et refusent de laisser leur poste. C'est surtout souvent ça aussi très drôle. C'est-à-dire, je pense que l'organisation même est compliquée. Et excusez-moi de faire ce biais-là, il y avait une grosse polémique en temps quand le chef de l'État parlait de désert de compétences à un moment donné. C'est frustrant, mais parfois quand vous voyez comment ça fonctionne dans le pays, on se demande s'il n'a pas eu raison à ce moment-là. Mais une fois encore, l'État étant une continuité, ça là par exemple c'est la faute de l'État central. Parce que l'éducation, ça revient à l'État d'organiser ça. Et si aujourd'hui nous avons des jeunes qui parfois peut-être sont diplômés et pas compétents, à qui la faute? Donc la solution, dites-vous, va au-delà d'un dialogue sur la non-participation de l'opposition à ces élections législatives. La solution est plus sociale, prendre en compte justement le désiderata de cette jeunesse qui finalement est en but à la tentation. Et l'État va rétorquer parce que là, on interpelle beaucoup plus l'État, ceux qui dirigent le pays face à cette jeunesse-là, dira qu'il fait ses efforts. Oui. Mais malheureusement qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour prendre tout le monde en compte et va demander à certains de s'auto-employer. Oui, le problème, vous savez, il ne faut pas qu'on appuie toujours les problèmes sur la ressource. Quand chez vous, quelqu'un a un problème et est énervé, votre enfant a un problème, il est énervé, appelez-le, écoutez-le. Déjà, ça là, ça l'apaise déjà. Il faut d'abord l'écoute. Quand vous êtes écouté, ça apaise. Vous savez, avec l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon en 2016, le gouvernement s'est engagé à des réformes. Dans l'esprit, en tout cas prononcé, de développer le pays, de changer l'image du pays, ainsi de suite. D'ailleurs, le pilier 1, c'est celui relatif à la gouvernance et à l'état de droit. La démocratie. Alors, il y a un problème que moi, personnellement, peut-être vous ne partagerez pas, peut-être que nous ne partagerons pas, que moi je perçois au niveau de la gestion, c'est la communication. Je pense qu'on a un problème, on a un défaut de communication. Le gouvernement me dira peut-être qu'il communique assez, mais les canaux de communication du gouvernement ne touchent qu'une élite, qu'une jeunesse élitiste. Mais à un moment, il faudrait par exemple, je ne sais pas, aller peut-être vers l'option des audiences publiques, où on explique aux gens, nous allons
faire ça, 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 ça. Ça va, vous allez subir peut-être ça, 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 ça. Mais à la fin, attendez ça. Je vous donne un exemple tout bête. Avec une planification Exactement. que la jeunesse peut suivre. Une phase pilote, surtout une phase pilote, qui montre où on va avant d'aller à la mise en œuvre globale. Moi, je pense. Il y a eu en son temps quelque chose qui avait été très houleux, si vous vous rappelez bien, les casses, les déguerpissements. Ça avait soulevé mais pas mal d'opposition, de cris et de polémiques. Alors je me dis, si en son temps, peut-être le gouvernement avait choisi une zone qu'on avait déguerpie, qu'on avait aménagée, les gens auraient vu ce qu'on visait. Les gens auraient vu l'intention. Et là, ça aurait été douloureux, mais plus facile à accepter, à avaler. Donc, vous pensez qu'ils n'avaient pas suffisamment fait ce... Non, non. Là, il y a eu ce manque-là de... pas passer par cette phase. Voilà, du coup, les gens n'ont pas eu de conviction. Alors, c'est ce que je disais au début. Si le gouvernement se dit qu'ils ont la volonté de bien faire, si le peuple ne perçoit pas cette volonté de bien faire, le peuple en même temps, à un moment, va être frustré. Il va se dire qu'on le torture pour rien. Le gouvernement va être frustré. Et ils vont se dire, nous prenons de bonnes initiatives pour les aider, mais ils ne sont pas reconnaissants. Et le résultat va être là. Crise, tout le monde aux abois, moindre opposition, réaction immédiate, et ça ne va pas s'arrêter. Et c'est ce que nous être un peu plus à l'écoute de son peuple. Oui. Voilà. Alors on va voir, on va observer un peu, analyser les comportements des uns et des autres face à ces actes de violence. Je parle de l'exécutif, donc de nos autorités, qui systématiquement traitent ces jeunes-là de badauds et même des gens drogués et qui proposent non seulement des sanctions, mais les appliquent. Votre réaction, votre analyse par rapport à ce comportement face à ces actes de violence? Vous savez, c'est un peu délicat. Je vais vous dire pourquoi c'est délicat. Quand vous allez à la violence, vous ne pouvez que subir la violence, d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi, je n'étais pas là, mais j'ai appris qu'on a brûlé des véhicules dans un ministère. J'ai appris qu'on a brûlé des bennets taxis. J'ai appris qu'on a brûlé les bagnoles motors, qui justement la société qui fait le leasing dans le cadre de l'activité gouvernementale. Donc je disais tantôt, tout le monde va subir la violence. L'État subira. Si on continue comme ça, l'État risque de subir la violence, le peuple va subir la violence. Et ça n'amènera nulle part. Les auteurs de ces actes subissent la violence des lois? D'une manière ou d'une autre. Non, je ne dis pas qu'il faut. Je ne dis pas qu'il faille qu'ils subissent. Mais c'est prévu comme ça. C'est ce que disent les textes. C'est ce que disent les textes. Mais le gouvernement n'est pas obligé de réagir de cette manière. Mais tout à l'heure, je disais quelque chose une fois encore. Quand il y a extrémisme, quand il y a révolte, quand il y a violence, tout le monde n'est pas militant. Il y a des manipulés, il y a des mercenaires. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même plat. Il faut arriver à séparer le bon Exactement, de l'ivraie. Et ça, c'est ce que l'État devrait faire surtout, séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que si encore on mène des actions musclées comme tout le monde, la réaction va être plus violente encore. Parce que comme je disais, c'est des gens qui n'ont plus peur de rien. Le radicalisé n'a plus peur de rien. Mais nous avons la chance encore aujourd'hui au Bénin que nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous traversons une crise. Certains diront crise post-électorale, certains diront crise pré-électorale, certains diront crise sociale, ainsi de suite. Mais ce que moi je demande souvent aux jeunes, c'est de réfléchir. De prendre un moment et de réfléchir. Alors, beaucoup de personnes, quand c'est ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, demandent au chef de l'État de réagir, d'apaiser son peuple. C'est ça. D'avoir même des mots de compassion envers des victimes. On a vu cette dame dans du sang et on a du mal à la confondre avec des manifestants. On s'est rendu compte que c'est une victime qui n'y était mêlée ni de près ni de loin. On a écouté des témoignages. Pensez-vous que effectivement il est important que le chef de l'État parle en ce moment? Oui, je pense, parce que vous savez, comme je disais dans mon plaidoyer la dernière fois, au-delà d'être le chef de l'État, le président, il est le père d'une nation. Il est le père d'une nation. À un moment, j'avais demandé, il faudrait qu'il dépose son manteau de président et qu'il revête celui de père de la nation. Ça pourrait calmer davantage les esprits. Nous avons un adage. La frustration, nous avons un adage chez nous qui dit que l'enfant qui chie sur tes genoux, tu ne le jettes pas, tu le nettoies.
tu ne coupes pas la partie de la cuisse, mais tu nettoies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons besoin de tout pour faire un peuple. Et je disais, lui-même, il avait dit quelque chose, que le peuple béninois est plein de dynamisme, de potentiel, si je me rappelle bien, à l'entame. Chacun prie individuellement. Voilà, à l'entame. Chaque Béninois, justement. À l'entame. Alors, je suis heureux que lui-même, déjà dès le début de son mandat, ait fait cette remarque et que ce soit même l'introduction du document du PAG. Donc aujourd'hui, lui maintenant a la lourde tâche, avec son gouvernement, avec son équipe, avec ceux qui l'entourent, de préserver, d'utiliser ce dynamisme-là, de voir comment utiliser ça au service du bien, de voir comment ramener ça au service du bien. Mais en même temps, vous savez, il n'y a jamais de situation dont la faute pèse sur un seul côté. En même temps, le peuple aussi, les jeunes que nous sommes aussi, avons besoin de prendre du recul. Mais ce recul-là, malheureusement, c'est pour ça que je reviens toujours au niveau de l'État, ne peut jamais être pris une fois qu'on n'est pas écouté. Tout ne démarrera pas l'écoute. Je ne demande pas forcément d'organiser la conférence des forces vives de la nation, comme diraient d'autres, non. Prendre du recul, Mais prendre du recul et de la maturité. Vous le dites, nous le disons. Mais vous avez démontré tout à l'heure qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en rade, qui ont leur diplôme, qui ont tout. Il y a d'autres qui n'ont même pas pu apprendre un métier, qui sont là en rade. Est-ce que ça ne prépare pas rapidement à la manipulation? Mais absolument. Les jeunes frustrés, les jeunes radicalisés, c'est les instruments par excellence de la manipulation. Et excusez-moi, je ne dirai pas ce que je ne sais pas, mais c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Les jeunes sont déjà manipulés. Il faut qu'on soit honnête. Les jeunes sont déjà manipulés et ils s'y prêtent bien parce que ça dessert leur intérêt. Mais si les jeunes, c'est pour ça que je parle de réflexion du côté des jeunes, s'ils réfléchissent un peu, ils verront que de 60 ans aujourd'hui, ils ont toujours été manipulés. C'est pas nouveau. Le comportement de l'opposition politique, on peut dire qu'il est pluriel. On a entendu certains appeler au calme, d'autres qui continuent d'appeler à la résistance. Récemment, un acteur politique se réclamant de l'opposition a dit n'être pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais n'est pas prêt à brûler son pays. Comment est-ce qu'on peut analyser cette posture de l'opposition suite à ces actes de violence, certains acteurs qui, justement, rendent hommage à leur Angriff martyr, ceux qui sont tombés sous le coup des balles. Oui, vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Et les motivations, comme je disais, les motivations sont plurielles. Selon les motivations des gens, leurs réactions viendront. Ça sera aux jeunes, ça sera au peuple de savoir faire le distinguo. Malheureusement, comme je disais, comme vous disiez, les jeunes qui sont déjà au bout du rouleau ne pourront pas faire ce distinguo-là. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut que l'État, je dirais le chef de l'État, mais je ne dirais pas l'État, je dirais l'État, ait la maturité, ait la hauteur de pouvoir apaiser son peuple, pour permettre à ceux-là qui sont peut-être aujourd'hui trop radicalisés, pour ouvrir les yeux, d'expirer un coup, de descendre la pression un coup. Parce que, selon vous, donc... parce qu'il y a un gros risque dans le jeu auquel nous jouons aujourd'hui. Il y a un gros risque. Le risque, c'est quoi? Au-delà des violences, vous avez vu comment les violences ont fonctionné? C'est-à-dire que au départ, il y a eu des violences dans le nord, dans le septentrion. À un moment, je crois, j'avais lu un post sur les réseaux sociaux, ou le post qui disait, oui, les jeunes du Sud, vous ne vous levez pas, parce que voilà, nous on s'est levés, on a perdu des gens, et tout, et tout. Vous savez, tout à l'heure, je parlais d'alerte. Quand on est du secteur de la sécurité, quand on est averti, aussi simple que ce soit, ce genre de publication, on y fait attention. Surtout depuis le moment où un côté a un visage et que l'autre côté aussi a un visage, il faut faire très attention. Surtout quand les visages viennent de deux côtés opposés d'un pays, pour éviter de glisser dans la problématique ethnique. Apaiser la jeunesse, vous avez abordé un aspect, je reviens, apaiser la jeunesse aujourd'hui reste un défi. C'est le défi de part et d'autre de nos acteurs politiques. Oui. Et justement ce glissement vers des actes où chaque ethnie cherche à affronter l'autre. C'est difficile de prononcer ces gens dans une démocratie où nous avons travaillé pendant des décennies à l'unité nationale, où nous sommes, on va dire, multi-ethnies ou multi-ethniques.
et nous arrivons quand même à travailler ensemble. Vous pensez que on peut redouter cela Je ne pense, avec je ce ne- qui se passe aujourd'hui? je ne pense même pas, je lis. Je lis ce qui est publié. Je ne vous donne même pas encore mon impression. Je lis juste ce qui est publié. Vous dis que j'ai vu plusieurs publications, je suis sûr que d'autres comme moi, parce que ça a assez circulé, qui allaient dans ce sens-là. Alors quand ça va dans ce sens-là, et qu'on continue, quand aujourd'hui des gens s'appuient sur ce que d'autres avaient dit plus tôt, qui étaient aussi des déclarations à caractère quand même ethnique. Et les réseaux sociaux sont les canaux par excellence pour ces genres d'invectives, d'insultes Voilà. Et qui entre sont des jeunes. Entre jeunes. Violence verbale. Voilà. On est toujours dans la violence. Toujours dans la violence. Alors quand c'est comme ça, vous pensez que de glisser de là à la concrétisation, c'est plus compliqué. Hein. Toute pratique parle d'une idée émise. De glisser de là, et bon, ça ce n'est qu'un exemple. Dans le même temps, comme je disais tout à l'heure, glisser aussi vers la manipulation. Parce que vous savez, aujourd'hui, les groupements terroristes ont une évolution, c'est qu'ils sont en train de s'endogénéiser. Ils viennent dans les régions, ils analysent les besoins structurels des populations, surtout au niveau des régions qui sont frontalières, par exemple. Ils vont là-bas, souvent ces régions-là n'ont pas une grosse présence publique, du pouvoir public. Donc, eux, ils ont une facilité à manipuler. À ce moment-là, parce que eux, ils viennent, ils étudient les besoins et ils offrent quelque chose. À ce moment-là, ces jeunes-là que nous radicalisons, surtout quand qui sont radicalisés plutôt, surtout quand ils se rendent compte que malgré leur radicalisation, malgré leur colère, ils n'arrivent pas à entamer la force publique, c'est très facile pour eux d'aller vers un groupe, une institution, une organisation qui leur donnera un certain nom, une certaine puissance de feu pour réagir contre le pouvoir public. Et ces groupes terroristes-là, eux, n'attendent que ça pour déstabiliser les États. Ben, eux, c'est leur rôle, c'est leur Et métier. surtout récupérer ces jeunes frustrés. Voilà. On va parler du comportement des organisations de la société civile. Il y a certaines qui se sont retirées du processus électoral à un moment donné parce que se disant ne se retrouvant plus justement dans ce qui se faisait. D'autres, tout en dénonçant, tout en appelant à des élections inclusives, sont restés jusqu'aux élections. Et puis, on sent un silence. C'est ça. Alors, moi, la perception que j'ai, pour ma part, j'ai l'impression que les OSC aussi ont peur. La peur. Vérité, les OSC ont peur. Aujourd'hui, on a l'impression dans le Bénin que tout le monde est aux abois. Et dès que tu te prononces, on te catalogue d'un côté ou d'un autre, tout de suite. Du coup, les OSC ont peur d'être catalogués. Quand on connaît le niveau d'autonomisation de nos OSC, vous avez dit certains sont retirés. Je disais tout à l'heure que la frustration a 3 réactions. Se retirer, le silence, le retrait ou la violence. Donc jusque-là, les OSC, apparemment, ils ont pris 2 options. Soit de se retirer, soit de se taire et accompagner le processus. Peut-être que ceux qui ont accompagné le processus en se taisant peuvent à un moment trouver la clé. Mais est-ce que mais là, le silence peut être une clé de la solution aujourd'hui? Non, j'ose croire que ce n'est pas un silence de reddition. J'ose croire que c'est un silence intelligent d'analyse pour après revenir là-dessus. Je ne sais pas trop. Pour mieux réagir et voilà, nous, par exemple, aller dans le sens de la paix. Voilà. Nous, par exemple, au niveau de l'Observatoire, nous n'avons pas réagi depuis les prix électoraux, post-électoraux, machin. Non, il a fallu qu'il y ait des... C'est après la crise, le 1er et le 2 mai, après qu'il y ait eu des victimes, qu'on a jugé, bon, quand même, si personne ne fait rien, il faudrait que nous le fassions. Là, on essaie en train de réfléchir à comment organiser, rassembler quelques jeunes quand même, et discuter avec eux comme on est en train de faire là. Trouver une tribune quand même avec les jeunes pour leur dire, bon, ok, on veut vous écouter. Nous, on ne va pas vous parler. On veut écouter. On veut écouter vraiment et discuter sur chaque point qu'ils vont présenter. Parce qu'après, on est là, par exemple, depuis un moment, j'exhorte le gouvernement à écouter le peuple et tout. Mais l'écoute peut ne pas forcément du gouvernement. C'est ça aussi le boulot de la société civile. C'est en temps de crise que la société civile doit montrer ce qu'elle vaut. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand on est tranquille chez soi, on va prendre un financement de l'Union européenne, machin, pour faire un projet, avoir de l'argent. C'est pas ça l'idée. C'est en période de crise, c'est un engagement citoyen, c'est du militantisme quand tu es une OSC. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut aller sur le terrain. C'est risqué, c'est vrai, mais à un moment, il faut faire un choix. Il y a le prix à payer. Il y a un prix à payer. Enfin, tant qu'on dit qu'on est engagé, on est engagé. De la société civile, il y a une autre frange, les syndicalistes. Oui. Réaction timide aussi de ce côté-là. Vous mettez cela sous le coup de la peur aussi? Oh, on va être honnête là. On va être honnête, moi je pense.
Moi, je pense, mais je pense quand même qu'il y a quand même eu certaines confédérations qui ont réagi. J'ai cru voir quand même certains qui sont prononcés. Donc, timide, non, je dirais peut-être prudent. Je dirais peut-être prudent, je pense. Comment peut-on réagir sans parti pris dans ce jeu où beaucoup ont appelé à des élections inclusives et qui sont restés sur leur soif? Est-ce que ce n'est pas justement là les mots à utiliser qui ne viennent pas? C'est peut-être ça. Quelle expression? Comment y aller? Comment porter des gants? Comment régler le problème? Je crois que depuis, vous et moi, nous parlons sans parti pris. Vous et moi, nous parlons sans dire aux gens allez casser, sans dire aux gens le gouvernement a raison. C'est ça en fait l'idée. Mais c'est trouver le moyen de le dire dans les mots pour que les gens comprennent. De ne pas aller jouer les spécialistes qui parlent avec des gros termes. Celui qu'il faut convaincre aujourd'hui, ce n'est pas forcément le jeune qui travaille au ministère des Finances. C'est le jeune paysan de Tchatchou, c'est le jeune qui n'arrive pas à manger à l'ADA, c'est le gars de Dassa qui ne s'en sort pas. C'est lui qu'il faut convaincre. Celui qui est à Cotonou, qui se débat tant bien que mal, lui n'ira pas prendre des coups. C'est peut-être le jeune de Vossa, oui, pour qui ça ne va pas. C'est peut-être le jeune, oui, dans Cotonou, mais qui n'est pas celui de cette classe sociale qui s'en sort tout. Vous ne stigmatisez pas les jeunes de Vossa? Non, pas du tout. Je parle juste, non, parce que tout à l'heure, quand on prend voilà, Cotonou, tout à l'heure, je sortais Cotonou, mais il y a des zones exactement que d'autres. Citer d'autres, voilà, c'est ça. Il y a des zones où donc c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est pas de ceux à convaincre. J'ai l'impression qu'on se trompe de cible. La vraie cible est là. C'est pas franchement d'aller, je sais pas moi, sur ORTB par exemple. Non, le jeune, excusez-moi, d'une zone X n'a pas de télé. Il ne suit pas ORTB. Par contre, celui qui veut utiliser sa radicalisation va le voir pour utiliser sa radicalisation. Oui. C'est en présentiel. Vous avez dit ce que nous disons. Moi, je représente le média, oui. Ma neutralité, les questions qu'il faut pour aller vers l'objectif. Là, on poursuit la paix. C'est ça. Quand il y a de la violence dans un pays, tout le monde... Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne, en réalité. Et quel regard... Et vous, justement, parce que vous allez effectivement dans le sens de la paix, donc vous choisissez les mots qu'il faut pour calmer et non pour exacerber la crise ou la violence. Quel regard est-ce que vous portez sur les médias béninois dans cette situation? Nous sommes dans un langage de vérité, vous l'avez dit, et je vous ai pris au mot. Alors, les médias. Vous savez, quand vous dites médias... Vous l'avez dit 3 fois. Oui, les médias. C'est dubitatif. Oui, parce que les médias, vous voyez, je sais pourquoi je l'ai dit 3 fois. Aujourd'hui, nous avons pas mal de web TV. C'est pour ça que j'ai dit les médias. Nous avons des web TV. Les médias sociaux qui sont en train de prendre Exactement. Et c'est difficile de les contrôler. Malheureusement ou heureusement, il y a un code du numérique depuis un moment qui est très dur. Il faut le dire, il est très dur ce code du numérique. Mais qui semble parfois en contradiction avec, avec la liberté d'expression. C'est très dur. Alors, je ne sais pas si ce code du numérique a été pensé dans l'idée d'éviter dès le début tout désagrément ou parce qu'aujourd'hui, nous sommes des humains. Nous avons toujours une facilité inouïe à glisser de la liberté d'expression à l'anarchie. Nous sommes des humains, ça c'est humain. Alors peut-être que ce code a été mis en place pour ça, ou comme diraient d'autres, peut-être que ce code a été mis en place pour contrôler les gens. Mais les médias ont même le premier rôle d'agents de paix. Les médias ont une puissance inouïe dans la manipulation de masse. Inouïe. Et je pense que la gestion des médias aujourd'hui est plus que jamais d'une importance capitale. Il faut que les médias puissent apprendre le langage de paix. Et aujourd'hui, justement, il faut que les OSC qui s'occupent soi-disant de la communication non violente travaillent surtout sur les médias. Moi, j'ai dit quelque chose. Travailler à la promotion de la paix revient à travailler sur chaque partie prenante. Mais dans son langage. À ce niveau de vos propos, j'aimerais, parce que parfois la situation peut sembler un peu difficile à certains acteurs. Est-ce qu'il n'y a pas une équation à résoudre dans la posture des médias? On peut dire la même chose des autres, des OSC également. Absolument. Équation entre sauvegarder la démocratie et promouvoir la paix. Alors, je vais dire quelque chose, peut-être qu'on ne devrait pas dire comme ça. Quand vous avez un média qui appartient à quelqu'un qui est politique, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez qu'il prenne quelle tangente?
si vous, journaliste, je vous nourris, je vous paye, et que vous n'avez pas l'autonomie, vous n'avez pas la latitude, la liberté de parler, de dire les choses comme il faut, et que je vous soumets à une coloration, vous n'avez pas le choix. La responsabilité sociale du journaliste Exactement. était donc mise à rude épreuve. C'est pour ça, quand vous parlez de médias, j'ai dit ça 3 fois. Oui. Je me demandais, est-ce que je vais parler de médias ou de l'homme et de la femme de médias? Je préfère aller vers l'homme et la femme de médias. Je préfère interpeller la conscience, le patriotisme, la volonté de paix de l'homme ou de la femme de médias. Parce que c'est cette personne qui doit pouvoir analyser les informations et savoir comment les rendre de manière à ne pas mettre de l'huile sur le feu. C'est très important. Aujourd'hui, les médias doivent aller à l'école réellement de la communication non violente. Parce qu'on parle de prévention, c'est vrai, mais nous sommes déjà dans une situation de crise, même si les naissances qu'il faut gérer. Et le langage ne doit plus être le même. Le langage ne doit plus être le même. Ce qu'on disait, la manière dont on parlait il y a quelques mois ou il y a quelques années ne doit plus être la même maintenant. Parce que, vous savez, les images ont une importance, sont très importantes sur la perception de l'humain. Selon ce qu'on vous présente, peut vous motiver à réagir d'une manière ou d'une autre, même si elle est fausse. On a déjà vu des pays qui ont tenu des peuples pendant longtemps en utilisant des fausses informations, en manipulant par rapport à ce qu'on montrait. Je ne veux pas appeler de nom, mais on a déjà vu ça. Alors, les hommes et les femmes des médias, comme vous le dites, ont leur grande importance dans un État démocratique. C'est clair. Lorsque on se retrouve dans une situation où la question de la sauvegarde de la démocratie se pose avec acuité et en même temps ça dégénère à des actes de violence, quelle doit être la posture de l'homme et de la femme des médias? La posture de l'apaisement. Apaiser tout en réclamant exactement. La démocratie. Exactement. Mais la posture de l'apaisement, pas la posture de... Pas le mouvement d'amener les gens à la violence. Non, la posture de l'apaisement. Défendre la démocratie avec des actes démocratiques. Oui, parce que non-violence. Quelle démocratie voulez-vous défendre si le pays est en feu? Vous pouvez dépendre d'aucune démocratie. De quoi on parle? Une fois que le pays est en feu, comme je disais la dernière fois à quelqu'un qui m'avait interpellé sur la toile, que nous sommes dans autre temps, autre mœurs. Au temps des révolutions que nous avions connues, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. D'accord? Il y avait des gens au fait de leur mouvement qui se levaient, qui communiquaient quelque chose et qui allaient au front. Pour révolter. La radicalisation n'est pas seulement mauvaise. Il y a 2 types de radicalisation. Il y a la mauvaise radicalisation et il y a la bonne radicalisation. Nous avons vu des radicalisations qui ont amené à améliorer les choses dans des États. Et la radicalisation, elle n'est pas que violente. Elle peut être ferme sans être violente. Idéologique. C'est ça. Donc, c'est vraiment à chaque acteur de savoir comment exprimer sa conviction. Je répète une fois encore, parce que voilà, notre observatoire s'appelle pas Observatoire africain pour le développement endogène pour rien. Nous nous appuyons beaucoup sur ce qu'on appelle l'Afrique elle-même, l'Afrique ancienne. On dit chez nous, il y en a d'autres qui disent chez nous que parfois on a du sang dans le corps et on crache et c'est blanc. C'est pas parce que tu es au bout du rouleau qu'il faut que tu dégages tout de suite. Surtout quand tu fais face à un côté qui a la puissance publique en main. Dès lors, excusez-moi, mais après dans les rapports de force, il faut analyser les forces. On va aborder tout à l'heure les facteurs exogènes. Exactement. Parce que il y a des actes de violence qui sont aussi dus à des facteurs qui ne dépendent pas forcément des États africains. Mais avant, on va voir quelle est la voie de solution pour la crise, pour les violences au Bénin. Cette question de ce citoyen Bouraïma, pensez-vous que le gouvernement est dans la posture de paix quand bien même la police continue d'arrêter les épris de la justice et qui constitue la voix des sans-voix, sans convocation ces derniers jours? Justement, je disais qu'actuellement, tout à l'heure, que tout le monde réagit mal actuellement dans le pays, à mon avis. Tout le monde réagit mal. Autant l'État, je disais tout à l'heure que moi je perçois de mon côté, à mon analyse, la frustration des 2 côtés. L'État est frustré, réagit mal. Le peuple est frustré, réagit mal. Comme je disais, tout le monde est aux abois. Mais quand tout le monde est aux abois, qui accuse qui de ce moment-là? Mais comme je disais tout à l'heure, c'est à l'État, dans sa posture de détenteur de pouvoir public, dans sa posture de garant de la cohésion sociale, de faire ce pas-là. De pouvoir
excusez-moi, mais ravaler un tant soit peu sa fierté et de faire cette démarche-là. Les gens sont arrêtés. Bon, on dira, il y a une loi qui a été violée, on a appliqué la loi. Il n'y a pas de souci. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut sévir comme si tout allait bien, ou il faut prendre en compte quand même le contexte actuel dans lequel nous sommes? Dans lequel ces lois ont été violées. C'est pour ça, moi, j'exhorte quand même nos hommes de droit, nos hommes de loi, parce qu'il faut dire quelque chose. Là, je parle d'un point de vue théorique, en tout cas. Nous avons appris que quand il y a radicalisation et extrémisme violent, la violence va vers un certain nombre de représentations. La représentation de l'État public, du pouvoir public, les forces de défense et de sécurité, ce qu'on appelle les corps habillés. Les corps habillés, ce n'est pas seulement les militaires et les policiers. Nous avons les juges qui sont habillés. C'est tout ce qui a une toge qui représente, qu'on identifie à son habillement. Nous avons les juges, nous avons les hommes de droit, ainsi de suite. Parce que ce sont eux qui sont là pour appliquer les lois qui ont été mises en place par, soi-disant, par le gouvernement. Donc eux aussi deviennent deviennent très vite des cibles. Ils deviennent très vite des cibles quand ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je disais, personne ne risque de... D'où viendra la solution, M. Baglo? Vous avez dit que le gouvernement a sa part de La responsabilité. solution, je disais, le gouvernement a sa part à jouer. Mais comme je disais, quand dans une maison tout le monde crie, à un moment il faut que quelqu'un le fasse. Qui va C'est faire taire- là où je comptais faire beaucoup. taire ceux qui crient? Voilà, c'est là où je comptais beaucoup sur la société civile. C'est là où je compte beaucoup sur les organisations de la société civile. C'est là où moi j'exhorte fondamentalement les OSC à sortir de leur torpeur et à venir se mettre au milieu de ce qui se joue. Parce que aucun maire, député, je ne sais pas aujourd'hui, peut aller se poser devant la population et lui dire calmez-vous, on va l'étiqueter tout de suite. Parce qu'il a déjà une coloration venant. Il est déjà d'un camp. Une population, aucun membre de l'opposition ou du Parlement qui a fini maintenant, ne peut se lever et venir parler. On va dire oui, vous ne mangez plus, vous avez faim, c'est pour ça que vous parlez. Que ce soit vrai ou faux. Donc, il n'y a que les ESC, surtout ceux qui ont pu s'illustrer par leur neutralité, très important, pour se lever et dire ok, allons vers la paix, voilà les voies moyens. Les jeunes, d'accord, vous avez cassé, c'est bien, c'est la réaction la plus évidente, mais il y a mieux. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez contraindre le gouvernement à vous écouter de telle manière. Que des gens, excusez-moi le terme, aient la force, aient le courage d'aller vers le gouvernement. Nous sommes des OSC. Nous portons cette responsabilité en tant qu'OSC. D'aller vers le gouvernement, je ne dirais pas d'interpeller, je n'aime pas ce mot-là, de solliciter le gouvernement et de poser ses problèmes et de discuter avec. J'ai vu le chef de l'État recevoir pas mal de représentations de la société d'ici et là, roi, machin. Mais les OSC sont là. Les OSC peuvent se lever maintenant. Les OSC, justement. Oui. Les têtes couronnées, les responsables religieux. Excusez-moi. On a entendu notamment, par exemple, des personnalités de l'Église catholique vouloir être dans la médiation. Par exemple, on a aussi entendu des têtes couronnées réagir sur l'actualité politique. Le religieux est perçu naturellement comme un agent de paix. Le jeune va le percevoir comme quelqu'un qui parle de ce qu'il ne sait pas. Il parle de paix, c'est bien, parce que voilà, il est habillé en blanc ou en je ne sais pas quoi. Il parle de paix, oui, il est dans son rôle. Le jeune te dira, il ne sait pas de quoi on parle. La tête couronnée. Nous avions en son temps, le nom a changé maintenant je crois, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes. Nous avons un département qui prend en charge, excusez-moi le terme, la gestion des têtes couronnées. On dira qu'ils sont biberons. C'est pour ça qu'ils parlent d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je parlais une fois encore des ONG. Ceux-là qui sont censés, je répète, censés ne pas avoir de coloration. On a eu la solution en 90 avec des religieux. Oui, je répète encore, autre temps, autre mœurs. Les choses les jeunes de 90 ne sont pas les jeunes de 2019. Les choses peuvent... la solution peut-elle venir de l'extérieur? On a vu notamment... Laissez-moi aller au bout. Vous n'y croyez pas du tout? Non. On a entendu l'opposition, notamment l'ancien chef de l'État, écrire notamment à beaucoup de chefs d'État africains, n'abandonnez pas le Bénin, a-t-il dit en substance. On a vu des missions justement
comment on va dire, de bon voisinage, des missions diplomatiques des ministres béninois auprès justement de certains de ces présidents-là. Vous pensez que la communauté internationale ne pourra pas nous sortir d'affaires? Vous savez, je dirais, le linge sale se lave en famille. Je vous disais à l'entame, je rentre de la consultation régionale de l'Union africaine sur la jeunesse, paix et sécurité qui a eu lieu à Abuja, où justement nous avions quand même eu la présence de la CEDEAO, de l'Union africaine et autres. À un moment, nous avons posé le problème. Certains pays, donc, comme le Togo, le Bénin, ainsi de suite, ont posé le problème. Oui, mais comment est-ce que la CEDEAO peut aider au maintien de l'état de droit dans les États et tout? Mais la réponse a été toute simple. Nous ne pouvons intervenir que de manière pacifique. Nous ne pouvons intervenir que sur sollicitation du gouvernement. On n'intervient pas dans une famille quand le chef de famille ne vous demande pas de venir intervenir. Et nous ne sommes pas encore à ce niveau, je pense que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Et le gouvernement a une position claire. Il n'y a pas de crise. C'est difficile de... C'est le discours. C'est dur. C'est dur de... Enfin, la vidéo est passée tout à l'heure. C'est dur de dire qu'il n'y a pas de crise. Ça serait, je ne sais pas, ça serait utopique de dire qu'il n'y a pas de crise. Il y a une crise, ne serait-ce que de confiance. Ne serait-ce que de confiance, il y a une crise. On ne se lève pas pour brûler une maison pour rien. Même si, je n'ai pas encore vu les éléments, même si on parle de manipulation de la jeunesse, si la jeunesse est manipulée, c'est parce qu'elle est manipulable. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de crise politique, moi je disais non, je parle de crise sociopolitique. Si le jeune est devenu manipulable, ce n'est pas à cause de la politique. C'est à cause de la crise sociale. Donc, c'est là qu'il faut aller plutôt, je pense. Jeunesse et extrémisme violent en Afrique, c'est le thème principal au cœur de cette émission. Nous sommes beaucoup plus appesantis sur le Bénin. Je voudrais qu'on aille maintenant au-delà. Au-delà, tout à l'heure, vous aviez mentionné que le linge sale doit se laver en famille. Est-ce qu'il y a des facteurs exogènes qui nous conduisent vers ces crises? Je voudrais partir de la situation qui prévaut depuis, on va dire maintenant, des décennies au Nigeria avec ce mouvement Boko Haram qui est parti justement des questions de frustration, qui s'est radicalisé et qui voilà, nous fait kidnapper, poser des actes de terroristes un peu partout sur le territoire nigérien. On va justement voir l'un de ces actes dont est réclamé Boko Haram dans certaines villes nigérianes. Les dernières informations dont nous disposons font état de plus de 130 personnes tuées, a déclaré le gouverneur Nassi El-Rufai à l'issue d'une réunion du président nigérien Muhammadu Buhari avec des chefs militaires et des responsables de la sécurité. Le chef de la police de l'État de Kaduna, Ahmad Abdul-Rahman, qui a participé à cette réunion, a annoncé que 11 personnes avaient été arrêtées. Le bilan précédent de l'attaque contre 8 villages du district de Kajuru, annoncé vendredi, était de 66 morts. Au cours du week-end, le gouverneur avait déclaré que les victimes étaient des Peuls. Mais la communauté chrétienne a démenti qu'il y a eu des attaques contre les Peuls. L'État de Kaduna est souvent victime d'attaques de groupes armés dans cette région particulièrement instable où s'affrontent des bandits voleurs de bétail ou des groupes religieux extrémistes. Toute l'année 2018 a été marquée par de nombreux incidents dans les États de Zamfara, Kaduna et Katsina où des bandes organisées sèment la panique et pratiquent les enlèvements de masse contre rançon. Le Nigeria, géant de 190 millions d'habitants, se prépare à voter samedi avec une semaine de retard pour élire un nouveau président. Kaduna avait été le foyer de très grandes violences électorales en 2011 où des centaines de chrétiens avaient été tués après la défaite du candidat musulman, l'ex-général Muhammadu Buhari, face au chrétien Jonathan Goodluck. Désormais président, Muhammadu Buhari affrontera samedi Atiku Abubakar, autre Aoussa du Nord, pour un scrutin qui s'annonce particulièrement serré et sous tension. C'est juste un élément pour asseoir nos échanges sur l'extrémisme violent. On sait que les élections ont eu lieu déjà au Nigeria et que le président Buhari a rempli. Vous disiez, quand passait l'élément, que vous aviez pu avoir la chance de parcourir ces différentes villes nigérianes après ces actes de terroristes. C'est bien cela? Vous savez, bon, pour rentrer, allez-y, oui. Oui, bien sûr. Vous avez pu donc toucher du doigt les conséquences, on va dire les séquelles laissées par
le passage justement de ces djihadistes, on va dire, de Boko Haram? Le passage, si on dit le passage, c'est pas honnête. Ils sont pas partis pour autant. Hein. En fait, il y a un décor qu'il faut planter. Radicalisation, extrémisme violent, terrorisme. La personne se sent lésée, se sent incomprise, se sent banalisée. Parle, essaie de s'exprimer. On le tait. Il est frustré. À un moment, il se dit, j'en ai marre. Radicalisation. Il se dit, bon, maintenant, vu que ce que je dis ne se fait pas écouter, je crois que la violence, si je casse, si je tire, on va m'entendre. Et il commence à casser, il commence à tirer. Extrémisme violent, passage à l'acte violent. Alors quand il continue, là encore c'est de la violence éparse, et organisée par des gens qui n'ont pas de force, qui n'ont pas vraiment une force ou de mesure par rapport à la puissance publique. Intervient maintenant des marchands de terreur, avec une organisation bien faite, avec des moyens, des armes, une bonne puissance de feu, qui dit tiens, mais vous vous faites écraser par votre peuple, vous faites écraser par votre gouvernement, on vous en veut. Vous avez vu, vous, de telles zones-là, ceux qui sont de telles zones, c'est leur frère qui est au pouvoir, il vous écrase et vous ne dites rien. Oui, mais vous voulez qu'on dise quoi? On a essayé, on nous a tués, on en a tué plein. Ok, voilà, nous on vous propose, rejoignez-nous. Nous vous donnerons les armes qu'il faut pour vous battre et pour vous délivrer de cet asservissement-là. Scénario tranquille, complet, les jeunes rejoignent et le terrorisme est installé. Avec des séquelles, vous avez dû voir ces Forcément, villes carrément forcément, détruites. avec des séquelles. Et ça ne s'arrête pas. Il est plus facile de prévenir que de guérir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour aller vers la prévention de l'extrémisme violent. Parce que quand on arrive au terrorisme, souvent c'est foutu. Des questions d'intérêt entrent en jeu. C'est foutu. Les armes circulent. C'est ça. Bien entendu. Parce que ça ouvre le chemin à tout. Ça ouvre le chemin à la circulation des armes légères de petit calibre. Ça ouvre le chemin à n'importe qui vient déstabiliser l'État. Et dès lors, ces situations de tension aident beaucoup les gens. Parce que du coup, vous avez des marchands d'armes qui, du coup, ils font leur business dessus. Vous avez, du coup, des opposants ou des mouvanciers, ça importe le bord politique, qui peuvent passer par là maintenant pour manipuler la masse, pour intervenir, pour attaquer. Donc là, c'est fini. Quand ça commence comme ça, il y a trop de gens qui ont leur intérêt dedans. Vous avez des États voisins qui peut-être voulaient déjà des ressources naturelles ou synergétiques, qui passent par là pour les avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour revenir encore au Bénin, nous aujourd'hui, on supplie les deux côtés d'arrêter. Parce qu'une fois qu'on aura passé le cap, tout le monde risque d'en souffrir. De s'engouffrer. Oui, on va s'engouffrer et chacun va se regarder en se disant qu'est-ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau, tout le monde est enragé, tout le monde est motivé. Mais c'est pour ça qu'il disait autant haute mœurs. En 72, en 62, il n'y avait pas de Boko Haram qui était au Niger, au Burkina Faso. Il n'y avait pas d'AQMI, il n'y avait pas de groupement djihadiste. Aujourd'hui, il y en a. Et ils sont là, ils attendent qu'on leur permette de venir. Aujourd'hui, le Bénin, le Togo font encore partie, si je peux oser le dire, malgré l'enlèvement qu'on a eu au nord du pays. Le Bénin et le Togo sont encore les pays qui n'ont pas encore eu de problème de terrorisme outre mesure. Mais justement, comme vous remarquez, ces pays-là, à l'intérieur, aujourd'hui, souffrent de crises sociopolitiques. Et ces crises-là sont justement le terreau qui commence qui vont faire le terreau pour ces djihadistes-là. Et c'est là qu'il faut qu'on s'arrête. Je disais... Est-ce que le message, le discours de la communauté internationale, quand on le dit, elle est plurielle. On peut citer certains États, la France, les États-Unis, avec chaque pays ses intérêts, la Russie, la Chine. Vous faisiez allusion tout à l'heure au Bénin et au Togo. Classés après ces actes d'enlèvement des touristes français de zones dangereuses. Déjà, est-ce qu'on est, dans l'hyperbole, dans les exagérations? En tout cas, si... Avec ces messages, ce ne sont pas des messages aussi qui peuvent encourager en tout cas, si aujourd'hui, si avec les enlèvements, ces deux enlèvements-là, le Bénin est une zone rouge, alors la France est plus que rouge. Parce que les gilets jaunes cassent, ça fait déjà très longtemps. Alors là, ça voudrait dire que la France aussi est une zone rouge. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on sache raison garder. Il faut qu'on soit clair. Si le Bénin est une zone rouge, alors les USA sont une zone rouge. Parce que depuis un moment, il y a eu des attentats. Ça veut dire que depuis le 11 septembre, c'est une zone rouge aussi, les USA. Alors ça veut dire que tout le monde entier est zone rouge. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme n'est pas une personne. Et non, jusqu'aujourd'hui, on peut se vanter de n'avoir jamais eu d'explosion quelque part. Donc je suis désolé, il ne faut pas qu'on crie au loup avant qu'il y ait le loup. Mais on n'en est pas là.
Et nous avons aujourd'hui encore, au Bénin, au Togo, nous avons encore la capacité de ralentir sur les crises pour ne pas permettre. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de terrorisme, je vous ai demandé de faire un distinguo. De ne pas mélanger forcément terroristes et djihadistes. Moi, j'aime bien le terme de marchand de terreur. Parce que comme j'ai dit, ça peut être de l'intérieur, ça peut être de l'extérieur, ça peut être un groupe djihadiste, ça peut être un État voisin. Parce que chacun a ses intérêts. Et quand il y a eu des rumeurs, des infos, on a quand même vu l'État béninois descendre sur le terrain avec des militaires, cette opération du Dioro, pour mieux sécuriser justement l'espace, même si c'est juste après cette opération qu'il y a eu l'enlèvement. Oui, vous savez, l'enlèvement a eu lieu pendant une période de crise. Ça ne fait que justifier ce que je dis depuis le début. Nous avons créé une crise. De ce relâchement. Voilà, nous avons créé une crise. Nos forces de défense et de sécurité étaient concentrées sur cette crise. Et ceux qui devaient faire le travail ont fait le travail. Alors imaginez une crise plus grande, où tout le monde, où les forces de sécurité sont affectées à maîtriser, à faire la sécurité dans le pays. Du coup, le terrain est plus que jamais ouvert pour les terroristes. Le terrain est plus que jamais ouvert pour ces marchands de terreur-là. Donc c'est là, il faut comprendre qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Le gouvernement, et ça encore une fois je m'adresse au gouvernement pour montrer à quel point le gouvernement a un grand intérêt à ce que ça se calme cette crise. Le gouvernement du nouveau départ a lancé depuis un moment, a montré sa volonté de développer le tourisme. Mais tout à l'heure je parlais du Burkina Faso et du Niger qui sont touchés par le djihadisme. La zone du Burkina Faso qui est frontalière à la nôtre, nos parcs de la Pendiari, nos parcs sont sur les frontières. Et ces zones-là, quand vous voulez développer le tourisme, c'est que du coup, nous allons envoyer des Occidentaux dans le parc pour aller faire du safari. Quand on sait que les djihadistes, leur cible première, justement, c'est l'Occident, et qu'on aurait été dans le parc, dans un contexte où l'espace à côté, je ne vais pas dire l'espace là, mais l'espace à côté est déjà menacé par des djihadistes. C'est des espaces où il y a des enlèvements tous les jours du côté du Burkina Faso et du Niger. Nous sommes aujourd'hui, soi-disant, en tout cas jusque-là, les seuls plus ou moins à l'abri de cette question. Et que nous fragilisons notre État, ils vont rentrer, ils vont faire le travail. Alors, et là, justement, ça va se passer comme on est en train de dire. Les pays occidentaux vont dire qu'on les zones rouges, il faut pas aller vers là-bas. Et on aura investi des milliards dans le tourisme qu'on ne pourra pas récupérer. Parce que juste après avoir investi ces milliards, là, personne ne viendra. Ben, tout le monde aura peur. Comment faire pour rassurer? Quel doit être le message justement de nos autorités? Je reviens encore à la même chose. Apaiser. Écouter et apaiser. Déjà éteindre totalement l'étincelle. Écoutez. Et l'écoute l'écoute va commencer par éteindre l'étincelle. Écouter et apaiser. C'est fondamental. Chercher le terrain d'entente. Parce que quand vous parlez d'élections, oui, beaucoup en reviennent à la dynamique des élections législatives. Je ne veux pas vraiment m'épancher dessus parce que je ne suis pas particulièrement politique. Mais ce sont des humains qui ont été élus à la place d'autres humains, si on peut dire ça comme ça. On peut les taguer d'être manipulés, on peut les taguer de servir un intérêt. Mais je répète, ce sont des humains qui sont à la place d'autres humains. Et l'expérience humaine a prouvé qu'un humain ne s'anticipe pas. Un humain ne s'anticipe pas. C'est faux. Pas à 100%. Donc, il faudrait qu'on puisse retourner, c'est d'une manière, d'un point de vue, à une table d'écoute et d'entente. Entre les acteurs politiques. Entre tous les acteurs. Entre tous les acteurs. Les acteurs politiques ne pouvons pas, excusez-moi de parler comme ça, la crise sociopolitique, nous ne pouvons pas compter sur les acteurs politiques. Je ne pense pas. Pour éteindre cette crise-là, nous ne pouvons pas compter sur les acteurs politiques. Non. Parce que quand vous dites politique, vous dites intérêt. Malheureusement, le premier intérêt, c'est justement d'aller au pouvoir. C'est ça. Et l'un des pouvoirs, c'est à l'Assemblée nationale. Voilà. L'Assemblée qui, comme on le dit, c'est vrai, est l'émanation du peuple. Donc, ils estiment qu'il faut avoir toutes les colorations à la représentation nationale. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Mais je répète, une discussion politique va être un conflit d'intérêts. C'est pour ça que je disais, il faut forcément qu'il y ait d'autres voix. Les OSC représentent aussi le peuple. Les organisations de la société civile, comme le nom indique, représentent aussi le peuple. Le Bénin, comme vous le dites, le Togo aussi, doivent rassurer, apaiser et montrer qu'on est toujours resté cet havre de paix dans une sous-région quand même mouvementée. Vous avez cité certains pays, on ne va pas en rajouter, le Mali, le Nigeria, etc. Tout cela. Alors, quels sont les facteurs exogènes? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, qui sont peut-être en amont ou en aval de ces différentes
crise, on va dire, cet extrémisme violent qui dégénère en d'autres choses encore plus compliquées. Vous avez évoqué les djihadistes, vous avez évoqué des actes terroristes. À mon avis, donc, comme je disais déjà, le premier facteur exogène, justement, c'est la situation socio-politique très fragile autour de nous. Nous avons à l'est le Nigeria. Nous avons le Niger et le Burkina Faso qui sont au nord, qui sont absolument aujourd'hui soumis aux attaques djihadistes, aux attaques terroristes. D'où est parti? Qu'est-ce qui a fait l'étincelle? Est-ce que c'était un facteur exogène plutôt, ou c'était entre eux qu'ils n'étaient pas arrivés à s'entendre sur le minimum? Regardez, à chaque fois, il y a une crise. Regardez le cas du Burkina Faso. C'est venu après la crise avec, dans le cas du départ du président Blaise, crise sociopolitique. Ça part toujours de l'intérieur d'abord. Toujours. Une fois encore, frustration. Des jeunes, parce qu'on a les vidéos, on les a publiées, on a fait passer les vidéos pendant les ateliers de jeunesse vivre ensemble. Crise sociopolitique, frustration, l'État a essayé de tenir bon face à ça, et après ça a viré, ceux qui devaient en profiter ont profité. L'État, c'est ça que je dis surtout à nos jeunes et à nos populations. Compaoré est parti du Burkina Faso déjà, il n'est plus président, mais les violences continuent. Parce que les terroristes, une fois que vous leur avez ouvert la porte, vous ne pouvez plus les faire sortir, ils sont installés, c'est fini. Vous ne les invitez pas pour les chasser après. Donc, c'est pour ça que je dis, nous avons, comme on parlait tout à l'heure de zone rouge, nous avons encore la chance de ne pas être à ce niveau encore. Donc, profitons-en pour éviter de nous créer des problèmes que nous ne pourrons pas gérer. Il y a eu des solutions exogènes, notamment dans ces pays, la force Barkhane au Mali, dans la sous-région, on doit le dire, qui n'ont pas réussi à éradiquer ces actes-là, peut-être à atténuer, mais ils sont toujours présents et on a l'impression qu'ils se développent davantage malgré ces solutions exogènes. Monsieur Fortuné, ensemble avec des solutions dans l'ensemble de ces pays. Monsieur Fortuné, vous ne pouvez pas venir de dehors et venir jouer à cache-cache avec moi dans ma maison. Je connais le terrain, c'est chez moi. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de linge sale se lave en famille. Je vous disais tout à l'heure que les mouvements terroristes s'endogénéisent. Ça veut dire quoi? C'est plus un gars qui vient du Qatar, de l'Arabie Saoudite, pour venir poser une bombe dans votre pays. C'est un national qui a été convaincu de le faire. C'est un groupe de jeunes nationaux qui sont convaincus de le faire. C'est des gens qui connaissent chaque chemin, chaque route pour le faire. C'est-à-dire qu'ils savent par où ils vont passer pour qu'on ne les voit pas. C'est pas comme si le djihadiste, par exemple, si le djihadiste nigérien est différent du non-djihadiste nigérien. C'est un Nigérien. C'est pas comme si le Malien est différent de l'autre Malien. C'est tout. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une force venue de l'extérieur qui pourra faire quelque chose. La force venue, comment est-ce que vous voulez demander à, je ne sais pas moi, un Français ou un Américain de venir au Bénin de faire la différence entre, je ne sais pas moi, quelqu'un de Porte-Novo et quelqu'un d'Abomey? Ça ne sert à rien, c'est inutile. Lui verra deux Béninois à point barre. Dès qu'il y a un semblant de violence, il va tirer. D'accord, ça va, comme vous avez dit, ça va atténuer peut-être, ça va apaiser peut-être, mais ça aussi, ça peut créer d'autres frustrations. C'est-à-dire? Parce que si par exemple, comme je disais tout à l'heure, si l'intervention est là, et qu'à un moment, le distinguo est mal fait entre les djihadistes et les non-djihadistes, on tire sur les gens. Je vous donne l'exemple tout bête qu'il faut dire par rapport au djihadisme. Quand les djihadistes viennent, souvent ils s'installent d'abord dans les zones qui sont, excusez-moi, un peu abandonnées par l'État central. Souvent, ce sont les zones frontalières. Parce qu'on sait que dans nos États africains, les zones frontalières sont les zones les plus démunies, même s'ils ont de très forts potentiels. Ils s'installent dans ces zones-là. Souvent, quand ils s'installent, ils organisent la vie dans ces zones-là. Ce sont eux qui créent des écoles, ce sont eux qui créent des mosquées, qui créent ainsi de suite, et qui commencent à aider les populations. Souvent, quand s'éclate un conflit, comme on a vu au Nigeria et ailleurs, parfois l'État est obligé de replier, parce qu'ils sont plus puissants en termes de puissance de feu. Mais quand l'État replie, vous voulez qu'une région qui est tenue par les terroristes, vous allez vous lever, vous dire que vous êtes contre les terroristes? Vous ne pouvez pas. Au pire des cas, vous allez faire semblant pour pouvoir sauver votre vie et celle de votre famille. Vous allez faire semblant d'être avec eux. On a eu plein de gens qui ont témoigné, des témoignages au niveau du Mali, ainsi de suite, au niveau de Kidal, ainsi de suite, où les gens vous disent, nous avons dû nous soumettre à eux pour pouvoir avoir leur protection. Parce que quand il y a mouvement, et ça on l'a remarqué même à Cotonou récemment, il y a des délinquants qui en profitent pour faire des casses. Il y a des gens qui en profitent pour aller voler. Il y a des gens qui en profitent pour aller faire des larcins. Sécuriser nos frontières. Donc, ça, c'est fondamental. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait, justement, par le ministère de de l'Intérieur, l'agence des frontières. Oui, il y a un travail qui se fait. Mais ça ne sera jamais suffisant.
il y a un gros travail qui a été abattu, il faut reconnaître. Mais ça ne sera jamais suffisant. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais qu'on oublie, c'est ce qu'on appelle la coproduction de la sécurité. Voilà. Alors, nous allons répondre à deux questions rapides des téléspectateurs, auditeurs. C'est une émission synchronisée. Absolument. Vous êtes Oui, écouté également à la radio. Oui. Avant de boucler cette émission, alors, ce citoyen qui demande si vous pensez que si la jeunesse se tait, la démocratie béninoise ne sera pas ensevelie. Que proposez-vous à la jeunesse pour sauver la démocratie chèrement acquise? Léonard Bégan. Nous ne demandons pas, je ne demande pas à la jeunesse de se taire, plus que jamais, non. C'est le mode de réaction qu'on demande de changer. C'est la violence qu'on demande d'atténuer. Ou d'éviter également. D'éviter. Je disais, violence n'est pas fermeté. On peut être ferme sans être violent. Et ça, c'est la suite de ce que nous allons faire, nous en tant qu'OSC, en tout cas nous au niveau de l'Observatoire que nous allons faire. C'est de montrer aux gens, vous pouvez réagir de telle manière. Vous pouvez atteindre vos objectifs sans passer par la violence. Sans aller vous mettre devant des balles. Parce que de toute manière, une fois que vous êtes mort, vous ne vous ventilez plus rien. Donc il y a des manières de rester vivant et d'atteindre des objectifs. Bien. Deuxième question, c'est de Rodrigue Edo. Avoir ces agitations, ces violences, des pertes en vie humaines, est-ce que la paix n'est pas menacée? Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est parce que la paix est menacée que je suis ici aujourd'hui. C'est parce que on se rend compte que la paix est menacée. Si la paix n'était pas menacée, il n'y aurait pas eu enlèvement de gens dans le Nord. Certains, là, excusez-moi de m'y pencher dessus, certains parlent carrément d'une théorie du complot par rapport à ces enlèvements-là. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Je veux leur dire, même si c'est une théorie du complot, c'est quand même des gens qu'on a enlevés sur notre territoire. Et c'est un Béninois qui Et est quand même assassiné. il y a un Béninois qui a été assassiné. C'est déjà de nature à mettre la terreur dans la région dans laquelle il a été assassiné. Et terreur, justement, c'est de là que puise la source de terrorisme. Ça vient de terreur. Et que ce soit des djihadistes, que ce soit un État étranger qui veut fragiliser le Bénin, ou ainsi de suite, quelle que soit la pensée, ça reste un marchand de terreur qui agit sur le pays parce qu'on lui a ouvert les portes pour qu'il le fasse. Et fermons nos portes maintenant à ça. Gérons nos problèmes à l'intérieur sans pour autant brûler le pays. Parce que sinon, on va se retrouver nous seuls encore face à ça. C'est ça le problème. En quelques mots, que dire à la jeunesse? Comment doit-elle se comporter, la jeunesse, avec ses faiblesses? La jeunesse avec ses défis, avec ses forces également. La jeunesse qui peut être aussi en but à la tentation. La jeunesse qui peut être aussi manipulée. La jeunesse qui, avec cette fougue-là, peut être au front et servir des intérêts qui ne sont quand même pas ses intérêts à elle, que leur dit à ces jeunes, après tout ce qu'on vient de partager en termes de promotion de la paix, en termes de prévention ou de gestion de l'extrémisme violent? Alors nous sommes aujourd'hui... à la lumière justement de l'actualité que nous vivons au Bénin. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de ce qu'on appelle du 16 mai, la journée internationale pour le vivre ensemble. Je pense qu'il faut qu'un jeune, organisation ou pas, qu'on puisse commencer à promouvoir le vivre ensemble. Chacun, chez nous, au niveau micro et au niveau macro. Le vivre ensemble, c'est quoi? C'est ce moment où tu prends le recul de comprendre l'autre, même quand il a tort, parce que personne n'a jamais tort. De comprendre l'autre et de l'amener à comprendre ton point de vue. Ce que je dis a l'air peut-être, comment dire, un peu dessin animé ou un peu trop facile, mais le risque qu'il y a devant est trop lourd pour qu'on ne tente pas ça. Aujourd'hui, on ne refuse pas de contester, il faut contester. Mais il faut contester sans s'offrir à la punition, sans s'offrir à la sanction. C'est difficile de le faire. Comme on dit souvent en Afrique, le mal est facile, mais le bien est très difficile. C'est difficile de le faire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'exhorte les OSC maintenant à présenter aux jeunes ces mesures-là, ces formules-là d'expression non violente, mais ferme. Parce que vous êtes formés pour aussi. Parce que nous sommes formés pour, et nous formons pour. C'est pour ça que nous, on a lancé les ateliers jeunesse vivre ensemble. Ceux qui sont venus le savent. On est toujours ouvert d'ailleurs jusqu'à maintenant sur nos pages Facebook, par mail. On répond continuez de former. Toujours, pour répondre systématiquement à toute question. On a demandé aux jeunes après cette activité, si vous sentez n'importe quel foyer de radicalisation, n'importe quel foyer de pouvant vous radicaliser et d'extrémisme violent, faites-nous signe, on vous dira comment faire. Et c'est pour ça que nous sommes en train de vouloir lancer cette campagne-là encore à partir de la semaine prochaine, pour aller vers les jeunes, peu importe les zones chaudes ou froides, ça nous importe peu, mais on va écouter
et on va discuter avec les jeunes et leur dire, tiens, ok, vous n'avez pas besoin d'aller casser là, mais vous pouvez faire telle chose. Il y a des zones pilotes Il y a où il y a une phase pilote où vous généralisez ça Oui, déjà aujourd'hui, sur non, l'étendue ça va être généralisé, mais Généralisé, aujourd'hui, on a pris 3, on va commencer par 3 zones. 4 zones d'abord, il y aura Cotonou, Porte-Novo, on a motivé, il y aura Parakou et il y aura Boïcon. L'idée, on ne va pas pour ces zones-là. Mais on a pris ces points-là pour rassembler les jeunes dans ces zones-là. C'est-à-dire qu'à Parakou, le jeune de Tchaourou, on pourra voir comment le ramener, le jeune de Djougou, ainsi de suite, et travailler là. Tout cela Et ainsi au de nom suite. de la paix. Merci beaucoup. Je vous en prie. À vous, Yannick Aïe Baglo. Vous êtes donc un consultant en gouvernance et Oui. management public. Vous êtes le spécialiste paix et sécurité au Bénin, en Afrique et pas que, aussi sur le plan international. Merci beaucoup d'être resté avec nous, d'avoir suivi ce numéro de votre émission version originale consacrée aujourd'hui à la jeunesse et à l'extrémisme violent, notamment en Afrique. À dimanche prochain.